Je m'appelle Caleb et j'ai 32 ans. Pendant plus de 5 années éprouvantes, ma propre chair et mon propre sang m'ont traité comme une tâche permanente sur notre arbre généalogique apparemment parfait. Tout cela pendant que je bâtissais discrètement un immense empire financier dans l'ombre absolue, alors même que je me tenais sous un soleil de plomb, vêtu d'un gilet jaune fluo bon marché de voiturier lors de la fête de remise des diplômes extravagantes de mon jeune cousin. Humilié et recevant des ordres comme un simple serviteur. Mes parents et ma tante riaient à mes dépens. Mon cousin Julien se tenait à côté de sa Porsche argentée toute neuve et disait à une foule de 80 invités fortunés qu'il était formidable d'avoir un vrai diplôme, contrairement à certaines personnes qui gâchent leur vie avec de petits passe-temps en ligne. Ils riaient tous de moi en face pendant que je tenais les clés de leur voiture. Mais il y avait un secret monumental qui allait changer leur vie qu'ils ignoraient, mon petit passe-temps en ligne venait de dégager 1,2 million de dollars de bénéfices nets purement liquides. Et cette Porsche rutilante sur laquelle Julien s'appuyait était entièrement louée avec un taux d'intérêt exorbitant, à la limite de l'illégalité. Aujourd'hui, ce sont eux qui me supplient de leur tendre une bouée de sauvetage pour les sauver de la ruine financière complète et de l'humiliation publique. Avant de vous raconter exactement comment j'ai détruit l'illusion de leur garçon en or et exposé la vilaine vérité à tous ceux qu'ils essayaient d'impressionner, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez fermement en une justice absolue. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires d'où vous nous regardez aujourd'hui. Revenons à l'endroit où cet incroyable cauchemar a commencé. Le soleil de la fin d'après-midi plombait sans relâche sur la pelouse parfaitement tondue du vaste domaine de ma tante Béatrice en banlieue. C'était la fin du mois de juin et c'était une chaleur étouffante, le genre de chaleur qui fait coller vos vêtements habillés de manière inconfortable à votre peau et rend vos poumons lourds à chaque inspiration. Tout le quartier était l'une de ces communautés résidentielles à la réglementation de copropriété, HOA, très stricte où chaque brin d'herbe devait mesurer exactement 2 pouces de hauteur. L'air dans l'arrière-cour sentait le barbecue de traiteur coûteux, le champagne doux et l'odeur accablante et indéniable d'un sentiment de supériorité absolue. Des guirlandes lumineuses étaient méticuleusement drapées à travers les chênes centenaires massifs et des tentes en lin blanc immaculé étaient dressées sur la pelouse, créant un décor parfait pour la célébration ultime d'une médiocrité absolue. C'était la fête de remise des diplômes de mon cousin Julien. Il avait 24 ans, venait de sortir d'une université privée extrêmement coûteuse avec un diplôme générique en communication, et il était le garçon en or incontesté de toute notre famille élargie. Il n'avait jamais travaillé à temps partiel. Il n'avait jamais payé une seule facture de toute sa vie. J'avais 32 ans. Je me tenais près du bord de l'allée en asphalte brûlante, essayant désespérément d'ignorer la sueur qui coulait dans mon cou et trempait le col de ma chemise. Je ne tenais pas de verre de champagne frais. Je ne me mêlais pas aux invités, ne prenais pas de nouvelles de vieux parents, ni ne profitais des mini-burgers de poitrine de bœuf du traiteur. Je portais un gilet jaune fluo criard et odieux par-dessus mes vêtements. Je tenais un talkie-walkie en plastique bon marché qui n'arrêtait pas de grésiller avec un bruit statique irritant. Ma tante Béatrice m'avait explicitement appelé 2 jours auparavant et avait exigé que j'arrive 2 heures à l'avance pour donner un coup de main. Elle avait présenté cela au téléphone comme une simple faveur familiale, affirmant qu'elle avait juste besoin d'une paire de mains supplémentaires pour les décorations. But au moment précis où je suis sorti de ma voiture, elle s'est dirigée vers moi, m'a enfoncé le gilet fluo contre la poitrine, a pointé la rue du doigt et m'a dit que j'étais responsable du stationnement. Selon elle, j'avais plein de temps libre puisque mon petit truc sur internet n'était qu'un passe-temps qui ne demandait pas de vraies heures de travail. Je suis resté là, sur le trottoir chaud, à regarder mes propres parents et les riches amis de ma tante passer devant moi en voiture. Certains d'entre eux saluaient d'un geste dédaigneux, levant à peine les yeux de l'écran brillant de leur téléphone. D'autres baissaient leurs vitres teintées juste assez pour me tendre aveuglément leur lourd porte-clés sans jamais me regarder dans les yeux. J'ai garé leurs berlines de luxe, leurs énormes SUV robustes et leurs voitures de sport profilées, en les calant soigneusement le long des limites de la propriété et en revenant en courant vers la grille d'entrée pour ne pas faire attendre l'invité suivant. Chaque fois que je remontais la longue et raide allée, les jambes brûlantes à cause de l'effort physique, j'entendais les éclats de rire bruyants et arrogants résonner depuis l'arrière-cour. J'entendais ma propre mère, Eleanor, porter sa voix au-dessus de la foule. Elle se vantait de Julien auprès de quiconque voulait l'entendre, parlant de lui comme si elle l'avait mis au monde elle-même. Elle racontait à de parfaits inconnus son potentiel incroyable et son avenir brillant. Julien tenait salon près du grand patio en pierre au bord de la piscine. Il portait un costume en lin couleur crème sur mesure qui avait probablement coûté plus cher que ma première voiture. Il avait une flûte en cristal de champagne coûteux à la main, jetant sa tête en arrière dans un rire théâtral répété chaque fois que quelqu'un portait un toast en son honneur.
Juste derrière lui, brillant sous le soleil de l'après-midi, se trouvait la pièce maîtresse de toute la fête, une Porsche neuve. Elle était argentée, profilée, et agressivement ornée d'un énorme et ridicule ruban rouge sur le capot. Elle était présentée comme un cadeau de remise des diplômes de la part de ses parents, une grande récompense pour avoir simplement fait le strict minimum et s'être laissé porter pendant 4 ans d'université tout en vivant dans un appartement de luxe payé par ma tante Béatrice. Mon oncle Richard est passé devant moi en allant vers le garage. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il ne m'a pas remercié d'être resté sous une chaleur brutale pendant 2 heures d'affilée à garer les voitures de ses partenaires de golf. Il a simplement claqué des doigts vers moi, a pointé du doigt une immense glacière blanche située près de la porte du garage, et m'a dit qu'il commençait à manquer de glace. Il m'a dit d'arrêter de traîner et de faire vite pour que les invités n'aient pas à boire des boissons tièdes. Il me parlait exactement de la même manière qu'il parlerait à un employé embauché qui se déplaçait beaucoup trop lentement à son goût. J'ai regardé mes mains. Elles étaient couvertes de poussière sombre et de graisse noire provenant de la manipulation des volants et des poignées de porte de voitures sales tout l'après-midi. J'ai regardé le dos de mon oncle qui s'éloignait sans un second regard. Puis j'ai regardé la foule rassemblée sur la pelouse. Ma mère se tenait juste à côté de la Porsche neuve et rutilante, la pointant du doigt, rayonnant d'une fierté absolue et sans mélange. Pendant une fraction de seconde, elle a croisé mon regard. Nos yeux se sont croisés à travers le jardin. Elle n'a pas souri. Elle ne m'a pas fait un geste réconfortant. Elle a simplement détourné rapidement le regard, le visage crispé, visiblement honteuse que son propre fils ne soit rien d'autre que l'employé de service lors d'une réunion de famille. Un œuf froid et lourd s'est formé au plus profond de mon estomac, me glaçant malgré la chaleur estivale. Le manque de respect flagrant n'était pas tout à fait nouveau. C'était un langage cruel qu'il me parlait depuis des années. Mais le voir se manifester physiquement de la sorte, me voir littéralement réduit à un serviteur en gilet fluo pendant qu'il levait leur verre à un gars qui n'avait jamais travaillé dur un seul jour de sa vie privilégiée, a poussé quelque chose au fond de ma poitrine bien au-delà du point de rupture absolue. J'ai serré le lourd sac de glace gelé jusqu'à ce que mes articulations deviennent complètement blanches. Je l'ai traîné sur l'herbe, sentant les regards réprobateurs de mes proches me brûler le dos. Comment en étais-je arrivé là ? Comment un homme de 32 ans avait-il pu laisser sa famille le dépouiller de sa dignité pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien ? J'avais passé des années à essayer de mériter ma place légitime à leur table, à essayer de prouver ma valeur, pour finalement me voir remettre un talkie-walkie et être envoyé vers l'allée. Pour vraiment comprendre l'ampleur de la trahison émotionnelle et la perfection absolue de ce que j'allais leur faire subir lors de cette fête même, nous devions rembobiner le temps de 5 ans. Je pensais que le pire était derrière moi. Je me trompais tellement. Il y a 5 ans, ma vie se présentait tout à fait différemment pour le monde extérieur. Je travaillais dans un emploi d'entreprise stable et très exigeant au sein d'une entreprise de logistique. Je travaillais 60 à 70 heures par semaine, détruisant ma santé physique et mentale pour une entreprise qui ne me considérait que comme un simple numéro sur un tableur. Lorsqu'une promotion importante qui m'avait été promise depuis 2 ans a été soudainement attribuée au neveu complètement incompétent du PDG, quelque chose en moi s'est brisé. J'ai pris la décision terrifiante et déterminante de quitter complètement le monde de l'entreprise. Je n'avais aucun intérêt à gravir les échelons d'une échelle brisée qui ne menait absolument nulle part. Je voulais construire quelque chose de mes propres mains à partir de zéro. J'ai immédiatement quitté mon bel appartement en banlieue pour emménager dans un logement minuscule, exigu et profondément déprimant dans les quartiers mal famés de la ville. Les murs étaient fins comme du papier et le chauffage fonctionnait à peine en hiver. J'ai vendu presque tout ce que je possédais de valeur, y compris ma voiture fiable, et j'ai investi jusqu'au dernier centime de mes économies dans la création d'une marque de commerce électronique. J'ai commencé modestement, en m'approvisionnant en accessoires technologiques personnalisés et en créant une vitrine en ligne rationalisée. Les 2 premières années ont été un véritable cauchemar éveillé. Je dormais à peine plus de 4 heures par nuit. Je vivais avec un régime strict de nouilles instantanées bon marché, d'eau du robinet et de café noir. Mon meilleur ami et futur associé, Marcus, était la seule personne sur Terre à partager ma vision. Nous avons passé d'innombrables nuits épuisantes à fixer des tableurs incroyablement complexes, à négocier farouchement avec des fournisseurs internationaux à l'autre bout du monde à 3 heures du matin et à emballer des centaines de boîtes en carton sur le sol sale de mon salon jusqu'à ce que nos mains saignent et se couvrent littéralement d'ampoules. C'était un travail éreintant, terrifiant et exténuant, mais c'était le mien. Ma famille, cependant, voyait les choses d'un œil tout à fait différent.
À leurs yeux extrêmement critiques, quitter un emploi en entreprise avec un plan de retraite équivalent et un salaire régulier était un échec monumental et impardonnable. Chaque fois que nous nous réunissions pour nos dîners traditionnels de Thanksgiving, l'atmosphère était toujours lourde de tension. Ma mère, Eleanor, s'excusait bruyamment pour mes choix de vie auprès de quiconque voulait l'entendre. Elle se tient dans la cuisine à découper agressivement la dinde sèche et racontait à mes tantes et oncles que je traversais une phase très préoccupante et profondément embarrassante. Elle qualifiait systématiquement mon entreprise éreintante de petit passe-temps en ligne. Elle disait à toute la famille élargie que j'étais simplement confus, perdu et que je refusais obstinément de grandir et de faire face à la réalité. Elle soupirait dramatiquement, agrippant son collier de perles, et disait qu'elle espérait simplement que je trouverais un vrai travail avant de faire complètement faillite et de devoir retourner vivre dans son sous-sol. Pendant ce temps, Julian était l'étoile montante incontestée de l'univers familial. Il était encore au lycée à l'époque, mais il était traité comme un roi. Si Julian parvenait à obtenir un BE de justesse à un simple test d'histoire, ma tante Béatrice et mon oncle Richard organisaient un dîner avec traiteur pour célébrer son génie académique. Béatrice se vantait sans cesse lors des réunions de l'association de quartier de l'avenir imaginaire et très lucratif de Julian dans le droit des affaires. Tout lui était offert sur un plateau d'argent, un fonds universitaire important l'attendait, financé par mes grands-parents avant leur décès, il avait des vêtements de marque neuf, une berline de luxe payée pour son 16e anniversaire, et absolument aucune responsabilité à assumer. Le contraste flagrant entre nous est devenu la plaisanterie récurrente de la famille. J'étais le triste exemple à ne pas suivre, et Julian était le modèle parfait de la réussite. Mais il y avait des choses majeures que je faisais dans les coulisses et que personne dans la famille ne savait. Quand mon grand-père est décédé, cela a laissé un vide immense et douloureux dans la dynamique familiale. Après des funérailles incroyablement tendues, ma grand-mère s'est retrouvée complètement seule, devant composer avec un revenu fixe et des factures médicales terrifiantes qui s'accumulaient rapidement. Au lieu d'agir, ma mère et ma tante Béatrice ont passé des mois à se disputer amèrement pour un modeste héritage. Elles ont même fait appel à un avocat impitoyable pour se chamailler au sujet de meubles de salle à manger anciens, de cuillères en argent poussiéreuses et de la vente potentielle de la maison de ma grand-mère, plutôt que d'aider concrètement la femme qui les avait élevées. Lorsque ma grand-mère a eu un besoin urgent d'une chirurgie cardiaque spécialisée pour lui sauver la vie, opération que son assurance refusait catégoriquement de couvrir, la famille est soudainement restée totalement silencieuse. Béatrice a affirmé haut et fort que tout leur argent était bloqué dans des investissements immobiliers risqués. Ma mère a prétendu qu'elle économisait chaque centime pour sa retraite et qu'elle ne pouvait tout simplement pas se permettre de l'aider. Elles allaient la laisser mourir pour protéger leur compte bancaire. Je ne leur ai pas dit un seul mot. J'ai discrètement liquidé une partie importante de mes premiers bénéfices commerciaux, vidant presque mon capital d'exploitation. Je me suis rendu directement au service de facturation de l'hôpital et j'ai payé la facture de $30 000 en totalité avec un chèque de banque certifié. J'ai explicitement demandé à l'administration de l'hôpital de l'enregistrer sous la forme d'un don de bienfaisance anonyme. Je ne voulais pas de leurs faux éloges. Je ne voulais pas d'un défilé en mon honneur. Je voulais simplement que ma grand-mère soit saine et sauve. 2 semaines plus tard, lors d'un dîner dominical familial tendu, ma mère a fièrement levé son verre de vin. Elle a fièrement annoncé à toute la table que l'énorme facture d'hôpital avait été miraculeusement payée par un donateur anonyme. Puis, sans sourciller ni montrer la moindre gêne, elle a souri chaleureusement à ma tante Béatrice et a dit que cela devait être une bénédiction secrète provenant du surplus du fonds universitaire de Julian. Elle a carrément inventé une histoire élaborée de toutes pièces, la même à la table du dîner, affirmant que Richard et Béatrice avaient secrètement couvert l'énorme facture médicale pour protéger leur mère bien-aimée. Béatrice n'a pas démenti. Elle a simplement posé une main sur son cœur, a pris un air incroyablement humble et a accepté avec gratitude les larmes aux yeux de toute la table. J'étais assis à l'autre bout de la table, mangeant silencieusement ma purée de pommes de terre froides, les regardant voler sans vergogne mon immense sacrifice pour polir la fausse auréole de Julian. Marcus m'a dit que j'étais complètement fou. Il m'a dit que je devais faire mes valises, changer de numéro de téléphone et laisser définitivement ces personnes hautement toxiques derrière moi. Mais j'étais naïf et profondément conditionné. Je croyais désespérément aux liens indestructibles de la famille. Je croyais qu'ils finiraient par voir mon travail incroyablement acharné et par me respecter. Je pensais que j'avais juste besoin de réussir encore plus pour mériter leur amour. Le véritable tournant, le moment exact où le masque est tombé complètement et de manière irréparable, s'est produit 6 mois avant la fête de remise des diplômes. C'était un mardi soir glacial et pluvieux.
J'étais passé chez ma mère pour lui déposer des provisions lourdes qu'elle m'avait demandées de toute urgence. Sa voiture était dans l'allée, et le gros SUV de luxe de ma tante Béatrice était garé juste derrière. J'ai ouvert la porte d'entrée discrètement avec mon double des clés, ne voulant pas interrompre ce qu'elle faisait. Alors que je marchais dans le couloir sombre vers la cuisine, portant les lourds sacs de provisions, j'ai entendu leur voix résonner nettement depuis la salle à manger. Je me suis arrêté net, le cœur battant dans la poitrine. Béatrice se plaignait bruyamment de mon entreprise. Elle disait qu'il était carrément embarrassant pour le nom de famille que je continue à vendre de la camelote en plastique sur Internet à mon âge. J'ai retenu mon souffle. Je m'attendais pleinement à ce que ma mère me défende. Je m'attendais à ce qu'elle dise que je travaillais dur, que je faisais de mon mieux pour me construire une vie. Au lieu de cela, ma mère a laissé échapper un petit rire moqueur d'une cruauté incroyable. Elle a dit à Béatrice que mon échec était en fait une bonne chose. Elle a prononcé ces mots exacts qui sont gravés à jamais dans mon cerveau, laisse-le jouer avec ses petits sites internet, Béa. Tant qu'il échoue et qu'il galère, il aura toujours besoin de moi. S'il gagnait un jour vraiment de l'argent, il s'en irait et je ne le verrai plus jamais. Je le préfère exactement là où il est. Ça permet de faire briller Julien encore plus en comparaison. Quoi qu'il en soit, je me tenais dans le couloir sombre, complètement incapable de respirer. Ma propre mère, la femme qui était censée être mon plus grand soutien, ma protectrice, souhaitait activement ma destruction financière et émotionnelle totale. Elle manipulait délibérément le récit familial pour s'assurer que je reste le perdant désigné, afin de pouvoir constamment jouer le rôle de la mère tragique et courageuse auprès de ses amis. Elle me jetait volontiers en pâture au loup pour faire plaisir à sa sœur et élever son neveu adoré. Je ne suis pas entré pour les affronter. Je n'ai pas crié et je n'ai pas jeté les provisions par terre. J'ai doucement posé les sacs sur le parquet, je me suis retourné, j'ai passé la porte d'entrée et je l'ai refermée silencieusement derrière moi. Je suis monté dans ma voiture et je suis parti sous la pluie glaciale de la nuit. J'ai réalisé à ce moment précis que ma propre mère était la principale architecte de ma misère absolue. J'ai cessé de chercher son approbation cette nuit-là. J'ai cessé d'espérer une famille aimante qui n'existait tout simplement pas. J'ai commencé à planifier ma sortie définitive de leur réseau toxique, et je me suis concentré entièrement, de manière impitoyable, sur la construction de mon empire. Je pensais que le pire de la douleur émotionnelle était enfin passé. Je me trompais tellement. La véritable tempête ne faisait que s'annoncer. Au moment où l'invitation lourde et ridiculement chère avec dorure à la feuille pour la fête de remise des diplômes de Julien est arrivée dans ma boîte aux lettres, mon entreprise avait absolument explosé au-delà de mes espérances les plus folles. Marcus et moi avions réussi à conclure 3 contrats de distribution internationale majeurs qui avaient tout changé. Nous avions complètement quitté mon appartement miteux et loué un immense entrepôt commercial à la pointe de la technologie à la périphérie de la ville. J'avais désormais un personnel à plein temps de 20 employés dévoués. J'avais engagé un avocat d'affaires impitoyable et très cher pour restructurer entièrement notre SARL et LLC, mettre en place des sociétés de portefeuille, holdings, et protéger agressivement mes actifs en pleine croissance contre toute responsabilité future ou des parents avides. Mon salaire personnel atteignait largement les 6 chiffres, et l'entreprise elle-même générait des revenus mensuels incroyables qui changeaient le cours d'une vie. J'avais discrètement acheté une belle maison moderne de 4 chambres dans le quartier aisé de la ville, payant l'énorme acompte en espèces. Je n'en avais parlé à aucun membre de ma famille. Je les laissais croire fermement que je m'en sortais à peine dans un minuscule appartement dangereux, mangeant des nouilles instantanées et luttant constamment pour payer ma facture d'électricité de base. Je voulais qu'ils me montrent exactement qui ils étaient. Ma tante Béatrice m'a appelé exactement une semaine avant la fête de remise des diplômes. Sa voix dégoulinait de cette fausse douceur mielleuse qu'elle n'utilisait que lorsqu'elle voulait exploiter profondément quelqu'un. Elle m'a annoncé avec enthousiasme que ce serait l'événement de la saison pour tout le quartier. Elle a presque hurlé dans le téléphone, citant agressivement les noms de plusieurs politiciens locaux, de riches promoteurs immobiliers et d'importants chefs d'entreprise qui venaient honorer son fils parfait. Puis, sans reprendre son souffle, elle m'a asséné le coup de grâce, « Caleb, mon chéri, nous allons avoir besoin que tu viennes un peu plus tôt samedi. L'entreprise de traiteurs que nous avons engagée manque cruellement de personnel, et nous avons désespérément besoin de quelqu'un de fiable pour gérer le stationnement devant la maison. C'est une très grande responsabilité avec toutes ces voitures de valeur, mais je sais que tu as un emploi du temps très flexible avec ton petit passe-temps sur Internet. Ce sera d'une aide immense pour Julien pour son grand jour. Tu le dois à la famille. » Je voulais dire non.
Je voulais lui rire au nez, lui dire d'engager une véritable entreprise de voiturier et lui raccrocher au nez pour toujours. Mais une voix sombre, calme et très calculatrice à l'arrière de mon esprit m'a dit d'y aller. Je voulais le voir de mes propres yeux. Je voulais voir jusqu'où ils pousseraient leur manque de respect flagrant maintenant que Julien avait son diplôme inutile. J'ai accepté d'un ton calme et soumis. Quand je suis arrivé au grand domaine cet après-midi-là, la réalité était bien plus dégradante qu'une simple demande d'aide familiale. Béatrice avait en fait engagé un responsable de voiturier professionnel, un homme bruyant et agressif avec un bloc-notes et un sifflet en argent autour du cou. Mais elle lui avait spécifiquement demandé de m'utiliser comme son coursier personnel non payé. Le responsable m'a littéralement enfoncé un gilet fluo trop grand et incroyablement laid contre la poitrine au moment même où j'ai remonté l'allée. Il m'a tendu agressivement un talkie-walkie, a pointé un doigt épais vers la rue et m'a dit de me dépêcher car les invités VIP arrivaient et ils ne voulaient aucune égratignure sur leur voiture de luxe. J'ai lentement enfilé le gilet par-dessus ma belle chemise boutonnée. Je me suis tenu au bout de l'allée brûlante comme un cône de signalisation humain. J'ai regardé les membres de ma famille arriver un par un, habillés sur leur 31. Le moment le plus pire et le plus profondément insultant a été l'arrivée de mon jeune cousin Liam. Liam avait 3 ans de moins que moi. Il y a 3 ans, sa vie s'était complètement effondrée. Il faisait face à une bataille pour la garde des enfants brutale et très conflictuelle ainsi qu'à un divorce terriblement difficile. Son ex-femme vengeresse le dépouillait devant les tribunaux. Il était complètement fauché, dormait sur le canapé sale du sous-sol d'un ami et était totalement désespéré. Il avait supplié la famille de l'aider, et tout le monde, y compris Béatrice et ma mère, lui avait tourné le dos. J'avais discrètement transféré $5000 de mon propre argent durement gagné directement sur son compte bancaire pour payer son avocat tenace afin qu'il ne perde pas l'accès à ses 2 jeunes enfants. Il m'avait promis, avec de vraies larmes coulant sur son visage, de me rembourser dès qu'il se remettrait sur pied. Il ne m'a jamais remboursé un seul centime. Liam est arrivé à la fête de remise des diplômes dans un pick-up robuste tout neuf et rutilant. Il a baissé la vitre teintée. Il m'a regardé là, transpirant dans mon gilet fluo, a regardé mes chaussures habillées poussiéreuses et a esquissé un sourire narquois très arrogant. Il ne m'a pas salué. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il ne m'a pas dit merci de lui avoir sauvé la vie et sa relation avec ses enfants il y a 3 ans. Il a juste jeté violemment son lourd trousseau de clés par la fenêtre. Les clés ont heurté ma poitrine de plein fouet et sont tombées en cliquetant sur l'asphalte brûlant. Il a ri d'un rire cruel, m'a dit explicitement de ne pas rayer sa peinture personnalisée coûteuse et a remonté l'allée pour rejoindre la fête huppée, me laissant ramasser ses affaires. J'ai lentement ramassé les clés. Je suis monté dans le pick-up. Je l'ai garé parfaitement. J'ai ravalé la rage acide qui montait rapidement dans ma gorge. Je me suis dit de rester parfaitement calme. Le piège était déjà tendu. 1 heure plus tard, l'afflux massif de voitures s'est enfin calmé et le responsable des voituriers m'a dit que je pouvais prendre une courte pause de 15 minutes. Je me suis dirigé vers le grand jardin bruyant. La fête battait son plein. Une immense banderole imprimée par des professionnels était suspendue en travers du grand patio, indiquant « Julien, un futur leader ». Des dizaines de serveurs en chemise blanche impeccable et cravate noire portaient des plateaux d'argent remplis d'amuse-gueules coûteux et des verres en cristal remplis de champagne. Vint ensuite la grande révélation tant attendue. Tante Béatrice a attrapé agressivement un microphone de la cabine du DJ et a réclamé l'attention absolue de tous. Elle a prononcé un discours larmoyant et très théâtral sur la façon dont Julien avait travaillé incroyablement dur, sur la façon dont il avait surmonté tant d'immenses obstacles. Ce qui était tout à fait fictif étant donné qu'il avait eu un tuteur privé grassement payé pour chaque matière depuis le collège et une allocation massive. Elle a pointé l'allée d'un geste dramatique. L'oncle Richard a fièrement attrapé le coin d'une bâche argentée massive et l'a arraché du véhicule garé près du garage. C'était la Porsche argentée. La foule aisée a poussé un grand soupir d'admiration et a éclaté en applaudissements assourdissants. Julien s'est approché, l'air incroyablement suffisant et totalement satisfait de lui-même, et s'est appuyé contre le capot coûteux pour des dizaines de photos. Ma mère se tenait au tout premier rang, applaudissant si fort que ses mains étaient visiblement rouges. Je me suis dirigé vers la table des boissons bondées, désespéré de prendre un simple verre d'eau glacée. Juste à côté du bol de punch se tenait Chloé. Chloé était l'ex-petite amie de Julien. Ils s'étaient séparés très bruyamment 2 mois auparavant, mais elle était invitée uniquement parce que ses parents riches étaient des amis proches de Richard et Béatrice. Chloé m'a regardé dans mon gilet,
à regarder la foule qui acclamait agressivement Julien, et à lever les yeux au ciel si fort que j'ai cru qu'ils allaient rester coincés. Elle s'est servi un verre de vin rouge très lourd et débordant, et s'est approchée incroyablement près de moi, sentant fort l'alcool et le parfum cher. Ils sont absolument, complètement fous, a-t-elle chuchoté durement, secouant la tête avec un dégoût total. Est-ce qu'il s'imagine vraiment qu'il est une sorte de réussite exceptionnelle? J'ai croisé son regard, sincèrement confus par son ton. Qu'est-ce que tu veux dire, Chloé? Il vient de sortir d'une école de premier plan. Ses parents lui ont acheté une Porsche neuve. Il doit avoir un poste important qui l'attend en ville. Chloé a laissé échapper un rire sec, amer et extrêmement sarcastique. Acheté? Caleb, tu es aveugle? Cette voiture est entièrement en leasing. Et Richard n'a même pas pu mettre son propre nom sur les documents financiers parce que son crédit est bloqué. Julien l'a loué lui-même pour avoir l'air riche et puissant devant ses copains de fraternité. Ses cartes de crédit sont totalement au maximum de leur plafond. Il fait face à un procès potentiel de la part d'un créancier majeur. Il a échoué lamentablement à 3 entretiens d'embauche consécutifs parce qu'il arrive en retard et agit comme s'il possédait tout le bâtiment. Il est noyé sous des dettes étouffantes et ses parents couvrent discrètement le loyer de son appartement incroyablement cher pour que personne dans la famille ne découvre la pathétique vérité. Je suis resté là, figé. À la regarder pendant que ces informations incroyables s'enregistraient dans mon cerveau. Le garçon en or était une imposture financière complète et totale. Tout le récit, la supériorité, l'extrême arrogance, tout cela reposait sur une montagne de dettes à taux d'intérêt élevés et de délires parentaux toxiques. Il se moquait activement de moi parce que je bâtissais une entreprise réelle et très rentable à partir de zéro alors qu'il finançait un mensonge total juste pour sauver les apparences. J'ai discrètement remercié Chloé pour le verre et les informations. J'ai gardé cette information incroyable comme une arme chargée, et je savais exactement, précisément, quand j'allais appuyer sur la gâchette pour causer un maximum de dégâts. Le personnel de service pressant a commencé à diriger bruyamment les dizaines d'invités vers la grande zone de restauration sur la pelouse. Il y avait 10 grandes tables rondes, élégamment drapées de nappes en lin blanc impeccable, ornées de centres de tables floraux imposants et incroyablement chers qui avaient probablement coûté $1000 chacun. J'ai marché lentement autour du périmètre de la pelouse, scannant les cartons de table écrits dans une calligraphie élégante, à la recherche de mon nom. J'ai vérifié la table 1, où était assis la famille proche, les politiciens fortunés et l'invité d'honneur. Mon nom n'y était évidemment pas. J'ai vérifié la table 2, pas là non plus. J'ai vérifié les tables 3, 4 et 5. J'ai enfin trouvé mon nom. Il était sur une toute petite table pliante en plastique incroyablement bancale, reléguée tout au fond dans le coin le plus reculé du jardin. Elle était placée directement à côté d'une machine à glaçons industrielle extrêmement bruyante et d'une pile de sacs poubelles noirs nauséabonds qui attendaient d'être emportés par les serveurs. J'étais assis avec quelques-uns des jeunes enfants très agités qui jetaient de la nourriture et une voisine âgée qui était dure d'oreille et n'arrêtait pas de demander où elle se trouvait. C'était une manifestation physique, indéniable et profondément insultante de ma place exacte dans cette famille toxique, hors de vue, complètement ignorée, assis juste à côté des poubelles. Je me suis assis sur la chaise pliante en plastique bon marché. Je ne me suis pas plaint. Je n'ai pas piqué de crise et je n'ai pas demandé à parler à ma tante. Je suis resté assis dans un silence parfait. J'ai regardé à travers le grand jardin et j'ai établi un contact visuel soutenu et direct avec grand-père Joe. Il était assis au centre même de la table principale, l'air profondément mal à l'aise dans son costume rigide. Il a regardé ma table de fortune dégradante, a regardé mon gilet de voiturier jaune fluo encore posé sur le dossier de ma chaise en plastique, et son visage ridé s'est durci dans un dégoût absolu. Il m'a adressé un hochement de tête lent, silencieux et profondément respectueux, de compréhension absolue. Il savait exactement ce que ces filles me faisaient. J'ai lentement sorti mon smartphone. J'ai ouvert mon application bancaire hautement sécurisée. J'ai contourné le compte courant personnel standard et je me suis connecté en toute sécurité au tableau de bord financier de mon entreprise, Vanguard Tech. J'ai contemplé les chiffres d'un blanc éclatant qui brillait sur l'écran sombre. Le solde de trésorerie disponible et très liquide sur le compte d'exploitation principal était de 1,2 million de dollars exactement. Et ce n'était que l'argent liquide disponible qui attendait d'être déployé. Cela n'incluait pas les entrepôts commerciaux dont j'étais propriétaire, l'importante quantité de stocks de valeur en transit, ou mes investissements personnels très diversifiés et en pleine croissance. J'ai reverrouillé mon téléphone et je l'ai glissé calmement dans ma poche.
Une vague de calme euphorique et intouchable a envahi tout mon corps. Il pouvait me mettre à côté des poubelles. Il pouvait m'habiller d'un gilet fluo humiliant. Il pouvait me forcer à garer leur voiture, mais il ne pouvait absolument pas toucher à ma réalité. J'étais l'homme le plus riche de toute cette propriété, et aucun d'entre eux n'en avait le moindre soupçon. Au fur et à mesure que se déroulait l'incroyable et somptueux dîner à plusieurs services, les invités ont commencé à se mêler les uns aux autres, buvant beaucoup et se promenant dans la magnifique propriété. Je suis resté entièrement dans mon coin sombre, buvant tranquillement mon eau glacée, regardant le cirque se dérouler. Soudain, un homme vêtu d'un costume anthracite sur mesure très élégant s'est dirigé vers la bruyante machine à glaçons. Il avait l'air complètement hors de propos, essayant visiblement d'échapper à la musique pop forte et aux conversations forcées et très fausses des tables principales. Je l'ai reconnu immédiatement pour avoir vu sa photo en couverture d'un magazine d'affaires local réputé. Il s'appelait Monsieur Sterling, un PDG autodidacte très prospère dans le domaine de la logistique et apparemment un riche associé de l'oncle Richard. Il a souri poliment en attendant que la machine à glaçons bruyante termine son cycle et dépose des glaçons dans son verre. Une fête bien extravagante, a-t-il dit en ajustant sa montre de luxe incroyablement chère. Richard a vraiment fait les choses en grand pour le petit. Ça a dû coûter une fortune. C'est certainement un spectacle grandiose, ai-je répondu calmement, adossé à ma chaise bon marché. Il a soudain remarqué le logo d'entreprise discret brodé sur le polo sombre que je portais sous ma veste entr'ouverte. C'était le logo de mon entreprise, Vanguard Tech. Ses sourcils fins se sont redressés de surprise. Attendez une minute. Vous êtes chez Vanguard Tech, l'entreprise de commerce électronique en pleine croissance ? J'ai hoché la tête, me redressant un peu et lui tendant la main. Je suis le fondateur et PDG. Je m'appelle Caleb. Le visage de Monsieur Sterling s'est illuminé de joie. Il a saisi ma main et l'a serrée fermement. Il s'est rapproché de moi, ignorant complètement la machine à glaçons bruyante et la fête qui se déroulait derrière lui. Vous plaisantez. Toute mon équipe d'approvisionnement essaie désespérément de comprendre votre modèle de chaîne logistique depuis 6 mois. Vous dominez complètement le marché en ce moment. Comment diable parvenez-vous à maintenir des délais de livraison aussi rapides depuis l'étranger sans engloutir tout votre capital d'exploitation dans des entrepôts sur le territoire national ? J'ai souri. Nous avons commencé à parler affaires. J'ai expliqué avec assurance ma stratégie de traitement des commandes distribuées hautement complexes, le logiciel d'IA exclusif que mon équipe d'ingénieurs avait conçu sur mesure à partir de zéro pour acheminer les stocks de manière dynamique. Et les contrats de transport maritime majeurs et très lucratifs que j'avais récemment négociés en Asie. Sterling était fasciné. Il me traitait avec plus de respect en 5 minutes que ma famille ne m'en avait témoigné en 32 ans. Il a sorti de sa poche de veste une carte de visite en métal épuré et s'apprêtait à me la tendre pour me proposer un déjeuner de travail formel quand tante Béatrice a soudainement surgi de nulle part comme un véritable cauchemar. Elle s'est précipitée sur ses talons hauts, son visage lourdement maquillé crispé par une panique incontrôlable. Elle pensait manifestement que j'importunais un invité VIP fortuné pour lui réclamer un travail, gâchant ainsi sa fête parfaite et minutieusement préparée. « Oh, Monsieur Sterling !» a glissé bruyamment Béatrice en s'interposant physiquement entre nous deux et en me tournant complètement le dos. « Je suis tellement désolé pour cela. Caleb peut être très bavard, et il ne sait tout simplement pas quand s'arrêter de déranger les gens importants. S'il vous plaît, revenez immédiatement à la table principale. » Julian était juste en train de raconter une histoire vraiment fascinante sur son stage d'été très compétitif à Washington. Elle a légèrement tourné la tête, me lançant par-dessus son épaule un regard plein d'un venin absolu. « Caleb, s'il te plaît, va voir si le responsable du voiturier a besoin de toi maintenant. La fête s'anime et nous avons désespérément besoin de toi devant pour faire ton travail. » Elle me chassait littéralement comme un chien errant et sale qui rôdait autour de ses meubles de terrasse coûteux. Monsieur Sterling a regardé Béatrice, complètement perplexe et offensé par sa grossièreté flagrante et agressive. Il s'est retourné vers moi, m'a adressé un hochement de tête ferme et profondément respectueux, reconnaissant mon autorité et ma position, et s'est laissé entraîner à contre-cœur par ma tante paniquée et inconsciente. Je ne suis pas retourné au stand de voiturier. Je n'ai pas quitté le jardin. Je suis resté sur l'herbe, le cœur battant d'adrénaline pure. 10 minutes plus tard, la musique forte s'est soudainement tue. La foule compacte a murmuré et s'est rapidement installée sur ses sièges coûteux. Julian s'est levé lentement de la table centrale, lissant sa veste en lin coûteuse.
Il l'a déboutonné avec un geste théâtral arrogant, a pris un micro sans fil de la cabine du DJ et s'est avancé avec assurance tout devant le grand patio en pierre. Il a tapoté le micro 2 fois du doigt. Un Larsen strident a résonné bruyamment à travers toute la pelouse bien tondue, exigeant un silence absolu. Le garçon en or s'apprêtait à prononcer son grand discours de remise des diplômes très répété. Il pensait vraiment qu'il allait cimenter à jamais son héritage en tant que fierté absolue de la famille. Il n'avait absolument aucune idée qu'il se tenait aveuglément au bord d'une falaise géante. Et j'allais volontiers et avec force le pousser dans le vide devant tous ceux qu'il avait jamais voulu impressionner. Tout le jardin est tombé dans un silence feutré et respectueux alors que Julien se tenait au centre du grand patio en pierre. Les guirlandes lumineuses au-dessus de lui projetaient une lueur dorée chaleureuse sur son costume en lin coûteux. Il tenait le micro sans fil avec l'assurance tranquille d'un homme qui croyait fermement que le monde entier tournait autour de lui. Il a contemplé la foule de 80 invités riches, les membres de sa famille et le personnel de service embauché. Il a affiché ce sourire arrogant emblématique que tante Béatrice avait passé 24 ans à cultiver. Je suis resté assis à ma toute petite table pliante à côté de la machine à glaçons industrielle, complètement caché dans le coin sombre du jardin. J'ai gardé mon gilet jaune fluo de voiturier drapé sur le dossier de ma chaise en plastique bon marché. J'ai croisé les bras et j'ai regardé le spectacle se dérouler. Julien s'est raclé la gorge, se penchant légèrement vers le microphone. Merci. Merci infiniment à tous d'être ici aujourd'hui pour célébrer cette étape importante. Vous savez, en vous regardant tous, je suis submergé par une profonde gratitude. Il s'est arrêté, posant une main de façon dramatique sur son cœur. C'était un geste parfaitement répété. En grandissant dans cette famille, entouré de modèles de réussite aussi incroyables, j'ai toujours su que j'avais de grands défis à relever. Mes parents, Richard et Béatrice, m'ont donné les bases ultimes. Ils m'ont appris la vraie valeur du travail acharné, du dévouement et l'importance d'une éducation d'élite. NTE Béatrice a tamponné ses yeux secs avec une serviette brodée. L'oncle Richard a gonflé la poitrine, l'air incroyablement fier. Julien a continué, la voix dégoulinante de condescendance. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, il est si facile de se laisser distraire. Il est si facile de chercher des raccourcis pour éviter de faire le travail de titan nécessaire pour bâtir un héritage. Nous voyons cela tout le temps, n'est-ce pas? Il a laissé échapper un petit rire moqueur, regardant directement vers l'endroit où les jeunes cousins étaient assis. Des gens qui essaient de gagner de l'argent facile, évitant le chemin traditionnel, gaspillant leurs plus belles années dans de petits passe-temps en ligne, espérant faire fortune sans un vrai diplôme ou une vraie base. Le silence dans le jardin a changé de nature. Il n'était plus respectueux. Il était tendu. Les yeux de Julien ont balayé la foulée, pendant une brève seconde intentionnelle, ils se sont fixés directement sur le coin sombre où j'étais assis. Il savait exactement ce qu'il faisait. Mais un vrai diplôme, a lancé Julien plus fort, levant sa flûte de champagne coûteuse. Un diplôme d'une université prestigieuse. Cela signifie quelque chose. Cela témoigne de la discipline. Cela témoigne d'une véritable intelligence. Cela ouvre les portes d'une véritable carrière sérieuse, pas de simples boutiques virtuelles qui vendent de la camelote bon marché depuis un appartement exigu. Certains d'entre nous ont effectivement consacré 4 années de dur labeur pour mériter leur place à la table des adultes. Désolé, mais je ne regrette absolument pas de le dire. Il a souri chaleureusement, levant son verre encore plus haut, à une vraie éducation, à de vrais emplois et à un avenir très prometteur. La réaction a été immédiate et absolument révoltante. La foule a éclaté en rires bruyants et sincères. Ce n'était pas de légers rires polis. C'étaient des rires profonds et moqueurs. J'ai vu mon cousin Liam jeter sa tête en arrière et rire bruyamment, tapant sur la table. J'ai vu l'oncle Richard ricaner et secouer la tête avec amusement. Mais la pire partie, le couteau qui s'est enfoncé le plus profondément dans mes tripes, a été de voir ma propre mère. Eleanor a mis sa main devant sa bouche, ses épaules secouées par le rire qu'elle essayait de contenir. Elle a regardé à travers le jardin, ses yeux croisant à nouveau brièvement les miens, et elle m'a adressé un sourire crispé, incroyablement honteux, comme si elle avait été prise en défaut mais ne pouvait tout simplement pas s'en empêcher. Il riait de moi publiquement devant des politiciens, des hommes d'affaires fortunés et de parfaits inconnus. Il m'avait dépouillé de ma dignité, habillé comme un serviteur, assis à côté des poubelles, et maintenant ils utilisaient ma vie comme une plaisanterie pour glorifier leur garçon en or frauduleux. Je ne ressentais plus de colère.
La rage brûlante que j'avais ressentie plus tôt dans l'allée s'était complètement évaporée. Elle fut instantanément remplacée par une clarté froide, tranchante et absolument terrifiante. Le genre de clarté qui ne survient que lorsque vous réalisez enfin que vous n'avez absolument plus rien à perdre et que vous ne devez absolument rien à ces gens. Je me suis lentement levé de ma chaise en plastique bon marché. Je ne me suis pas pressé. J'ai épousseté une peluche sur mon polo sombre. Je suis sorti du coin sombre du jardin, j'ai posé le pied sur la pelouse parfaitement tondue et je me suis dirigé directement vers l'allée centrale séparant les grandes tables de réception coûteuses. Les rires ont commencé à s'éteindre à mesure que les gens me voyaient avancer. Les invités riches semblaient perplexes. Ils pensaient probablement que le voiturier venait faire une annonce au sujet d'une voiture garée. Le sourire de tante Béatrice s'est instantanément effacé, remplacé par un regard de panique pur et sans mélange. Elle a commencé à agiter les mains frénétiquement, essayant de me renvoyer silencieusement dans l'ombre. Les yeux de ma mère se sont agrandis d'horreur. J'ai ignoré tout le monde. J'ai gardé les yeux fixés uniquement sur Julien. Je me suis avancé jusqu'au devant du grand patio en pierre. Julien a baissé le micro, son sourire arrogant se figeant sur son visage. Il ne s'attendait manifestement pas à ce que je réagisse. Il pensait que j'étais le chien soumis et brisé qu'ils avaient maltraité pendant des années. « Dis-moi, Julien, ai-je dit. » Ma voix était tout à fait calme, incroyablement claire et assez forte pour que les personnes des 3 premières rangées de table entendent chaque mot sans micro. Julien a cligné des yeux, l'air très mal à l'aise. « Caleb, qu'est-ce que tu fais ? » Je suis au milieu d'un discours. J'ai souri, d'un sourire sincère et détendu. « Je sais. Je voulais juste venir ici et te féliciter personnellement. Ça doit vraiment être incroyable de savoir que ton diplôme prestigieux t'a mené à ce moment précis, et c'est vraiment génial que tes parents te soutiennent si activement. » Julien a légèrement gonflé le torse, pensant que j'étais en train de céder et de me soumettre à lui devant la foule. J'ai fait un pas lent et délibéré vers lui. Tout le jardin était plongé dans un silence de mort. On pouvait entendre le vent bruisser à travers les grands chênes. « Tout à fait, » ai-je dit en haussant la voix juste d'un ton pour que les personnes installées aux tables du fond m'entendent bien. « Au fait, mon petit passe-temps en ligne, celui que tu viens de mentionner, la boutique virtuelle qui vend de la camelote bon marché, vient de dégager 1,2 million de dollars de bénéfices nets liquides cette année fiscale. Je possède un entrepôt commercial. J'ai 20 employés à plein temps. » Le silence s'est instantanément transformé en un vide d'air. C'était comme si tout l'oxygène avait été violemment aspiré du jardin. Je ne me suis pas arrêté là. J'ai tourné légèrement la tête, regardant directement le véhicule argenté et rutilant garé près du garage. « Mais dis-moi, Julien, c'est une très belle Porsche. C'est dommage pour ce contrat de leasing étouffant, par contre. » J'ai cru comprendre que les taux d'intérêt pour quelqu'un qui a des cartes de crédit complètement au maximum de leur plafond et 3 entretiens d'embauche ratés sont absolument brutaux en ce moment. Tu devrais vraiment faire attention. Les agents de saisie sont beaucoup plus rapides qu'avant. Quelqu'un à la table 2 a littéralement laissé tomber une fourchette en argent sur une assiette en porcelaine. Le cliquetis aigu a résonné comme un coup de feu. Le visage de Julien s'est vidé de tout son sang. On aurait dit qu'il venait d'être percuté de plein fouet par un train de marchandises. Il a ouvert la bouche pour parler, pour se défendre, pour me traiter de menteur, mais absolument aucun son n'est sorti. Il est resté là, crispé sur le micro, son costume en lin parfaitement ajusté ressemblant soudain à un déguisement bon marché. J'ai tourné mon attention vers tante Béatrice et l'oncle Richard. Ils étaient figés sur leur chaise coûteuse. La bouche de Richard était grande ouverte, son visage virant à un violet sombre et dangereux. Béatrice agrippait le bord de la table si fort que ses ongles manucurés s'enfonçaient dans la nappe blanche. Enfin, j'ai regardé ma mère en face. Éléanore clignait des yeux rapidement, complètement paralysée, me fixant comme si j'étais un parfait étranger qui venait de s'introduire chez elle. Le récit qu'elle avait soigneusement construit pendant des années, le mensonge qui lui permettait de se sentir supérieure, venait d'être violemment détruit devant tout son cercle social. Je n'ai pas attendu que les cris commencent. Je n'ai pas attendu que Béatrice pique une colère ou que Julien se mette à pleurer. J'ai simplement adressé un hochement de tête poli et incroyablement bref à la foule. J'ai regardé Monsieur Sterling, qui était assis à la table 3. Il était adossé à sa chaise, un sourire lent et très impressionné se dessinant sur son visage. Il a levé son verre de scotch vers moi en guise de salut silencieux.
Je me suis retourné et je suis parti. J'ai remonté l'allée centrale, la tête haute. J'ai rejoint la petite table pliante dans le coin arrière. J'ai ramassé l'affreux gilet de voiturier jaune fluo. Je me suis dirigé vers la pile de sacs poubelles noirs, j'ai jeté le gilet directement à la poubelle et j'ai franchi les lourdes grilles en fer du domaine. Alors que je marchais sur la longue route de banlieue sinueuse en direction de ma voiture garée, je sentais les regards intenses me percer le dos comme des lampes chauffantes. Le chaos absolu a éclaté derrière moi. J'ai entendu Béatrice hurler mon nom. J'ai entendu des voix fortes se superposer, mais je ne me suis pas retourné. Je n'en avais pas besoin. J'avais joué mon dernier rôle dans leur triste pièce. J'avais jeté une bombe monumentale sur leur château de cartes fragiles, et je n'avais absolument aucune intention de rester pour ramasser les morceaux. Quand je suis enfin monté dans ma voiture et que j'ai fermé la lourde portière, coupant le bruit du quartier, j'ai poussé un grand soupir de soulagement. Pour la première fois en 32 ans, le poids écrasant de leurs attentes, de leurs jugements et de leur cruauté toxique avait complètement disparu. J'ai démarré le moteur et je suis retourné à ma vraie vie. Faisons une petite pause. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment formidable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre 1 ci-dessous pour que je sache que vous m'avez accompagné jusqu'à ce point. Non seulement cela aide un plus grand nombre de personnes à découvrir cette histoire, mais cela me montre aussi que mes expériences ont de la valeur pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager la suite de ce parcours. Les retombées de la fête de remise des diplômes ne se sont pas produites d'un coup. Elles se sont abattues comme un orage sombre et implacable au cours des 48 heures suivantes. Quand je suis arrivé chez moi ce soir-là et que je me suis garé dans le garage impeccable de ma maison de 4 chambres, j'ai sorti mon téléphone de ma poche. Il vibrait presque hors de ma main. Les notifications arrivaient si vite que l'écran affichait des bugs. Tout d'abord, les SMS frénétiques et agressifs ont commencé à pleuvoir. Ma mère a été la première à frapper. « Caleb, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» C'était complètement déplacé. Tu as gâché toute la remise de diplôme de Julien. Tu as humilié toute cette famille devant des gens très importants. Tu es un menteur et une personne profondément aigrie. Appelle-moi immédiatement. J'ai balayé la notification. Je ne ressentais pas la moindre once de culpabilité. Puis est venue tante Béatrice. Elle a envoyé un énorme pavé de texte qui a dû lui prendre 10 minutes à taper à travers ses larmes, espèce de petit garçon haineux et horrible. Julien a travaillé si dur pour son diplôme, et tu as dû essayer de lui voler la vedette avec tes mensonges dégoûtants. Tu es banni de cette maison. Personne ne croit à tes délires pathétiques sur ton million. Ne reparle plus jamais à mon fils. Ensuite, Liam, le cousin qui me devait $5000, a écrit « Mec, c'était pas cool. T'avais pas besoin de faire ça à Julien devant ses amis. Vraiment pas cool. » Je suis entré dans ma cuisine calme et parfaitement climatisée. J'ai jeté mon téléphone sur l'îlot central en marbre. Je me suis servi un verre de bourbon cher, je suis sorti sur ma terrasse et j'ai regardé les étoiles. Je n'ai répondu à aucun message. Je les ai laissés mijoter dans un silence inconfortable et terrifiant. Laissez-les s'interroger, laissez-les paniquer. Cette nuit-là, j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait en 5 longues années. Le véritable rebondissement, le sommet absolu de leur audace insensée, s'est produit 2 jours plus tard, par un après-midi de lundi tranquille. J'étais assis dans mon bureau spacieux à l'entrepôt de Vanguard Tech, en train d'examiner un contrat de chaîne d'approvisionnement très lucratif, quand mon téléphone personnel a sonné. L'identité de l'appelant brillait sur le bureau. C'était l'oncle Richard. J'ai fixé le téléphone pendant un long moment. Béatrice venait de me bannir à vie de leur famille. Ma mère m'avait traité de menteur. Pourquoi diable Richard m'appelait-il pendant les heures de bureau? J'ai appuyé sur un bouton de mon téléphone de bureau pour lancer un enregistrement audio numérique. Dans mon domaine d'activité, on garde toujours des preuves. J'ai décroché le téléphone portable et j'ai répondu d'un ton très professionnel, « Caleb à l'appareil. »« Caleb. Salut mon grand. C'est l'oncle Richard. » Sa voix a traversé le haut-parleur. Il n'était pas en colère. Il ne criait pas. Son ton était trop décontracté, forcé et d'une amabilité écœurante. C'était le ton exact d'un homme désespéré qui essayait de faire comme si la maison n'était pas en train de brûler. « Bonjour, Richard », ai-je répondu froidement. « À quoi dois-je le plaisir ?»
Je croyais que Béatrice m'avait banni de la famille. Richard a laissé échapper un rire nerveux et très forcé. Oh, tu connais Béatrice. Elle devient très émotive. Elle ne pensait pas un mot de tout ça. Écoute, Caleb, au sujet de la fête. Les esprits se sont un peu échauffés, c'est sûr. Julien avait bu un coup de trop. Il a fait une mauvaise plaisanterie, et tu as répliqué. C'est de l'histoire ancienne, n'est-ce pas? Nous sommes tous de la même famille. Je me suis adossé à mon grand fauteuil de bureau en cuir, les yeux rétrécis. Une mauvaise plaisanterie? Il a publiquement tourné ma carrière en dérision devant 80 personnes. Et ma propre mère a ri. Je sais, a dit rapidement Richard, balayant complètement mon traumatisme. Et il s'en veut terriblement. Vraiment. Il traverse juste une période de stress extrême en ce moment. Trouver un emploi de cadre dans le marché actuel est difficile pour un jeune. Il s'est raclé la gorge bruyamment. En fait, Caleb, c'est un peu pour ça que je t'appelle. Je suis resté totalement silencieux. J'ai laissé planer le silence gênant sur la ligne, le forçant à combler le vide. Alors, a fini par bafouiller Richard, l'assurance feinte s'estompant de sa voix. Je repensais à ce que tu as dit sur ton entreprise qui marche si incroyablement bien. Plus d'1 million de bénéfices, n'est-ce pas? C'est tout simplement phénoménal, Caleb. J'ai toujours su que tu avais la bosse des affaires. J'ai dit à Béatrice il y a des années que ce gamin irait loin. C'était un mensonge flagrant et dégoûtant. Il m'avait traité de raté en face pendant des années. Viens au fait, Richard. Richard a pris une profonde inspiration tremblante. Eh bien, tu vois, au sujet de la nouvelle Porsche de Julien, tu avais en fait raison. C'est un leasing, et en raison de malheureux problèmes de trésorerie temporaire avec mes investissements immobiliers ce trimestre, je n'ai pas pu mettre mon nom sur les documents finaux. Julien a dû obtenir le financement lui-même. Et, bon, le taux d'intérêt que le concessionnaire lui a accordé est un peu agressif. Agressif, ai-je répété, savourant chaque seconde de sa misère absolue. Oui. Et comme Julien n'a pas encore décroché son poste de cadre, les 2 premiers paiements du leasing arrivent à échéance vendredi. S'il les manque, ils vont saisir la voiture. Cela ruinerait complètement son crédit avant même qu'il ne commence sa vie. Cela détruirait absolument Béatrice. Alors, je me disais que, puisque nous sommes de la famille et que tu t'en sors si incroyablement bien en ce moment, peut-être que tu pourrais nous avancer un petit prêt. Juste 10 000 $ pour couvrir les premiers mois du leasing et le loyer de l'appartement de Julien en centre-ville le temps qu'il s'installe. Je te rembourserai avec intérêt d'ici Noël. Je le jure sur ma vie. Je suis resté assis dans mon fauteuil de bureau coûteux, totalement sidéré par la démesure de cette demande. Moins de 48 heures auparavant, je me tenais dans un gilet de voiturier sale à garer la voiture de cet homme pendant que son fils m'humiliait publiquement. Ils s'étaient moqués de mon combat. Ils avaient ri de ma douleur. Et maintenant, parce que l'illusion de leur vie parfaite et riche s'effondrait, il appelait sans vergogne ce même neveu qu'il avait traité comme un moins que rien pour mendier une aide financière massive afin de sauver son garçon en or en carton. Il n'avait pas de regrets. Il n'était pas humilié par mon succès. Il me considérait simplement comme un distributeur automatique de billets soudainement très pratique. Richard, ai-je dit doucement, d'une voix vide de toute émotion. Oui, Caleb. Tout ce que tu pourras faire pour nous aider nous sauverait la vie en ce moment. Je veux que tu m'écoutes très attentivement, ai-je poursuivi en me penchant vers le téléphone. Je ne te donnerai pas 10 centimes si tu mendiais dans la rue. Dis à Julien de s'habituer au bus. J'ai raccroché immédiatement. Je n'ai pas attendu sa réaction. Je ne voulais pas entendre ses excuses. J'ai récupéré mon téléphone et j'ai enregistré le fichier audio. La rage absolue que je ressentais n'était pas explosive. Elle était extrêmement méthodique. J'ai ouvert mon ordinateur portable sécurisé. Je ne suis pas allé sur mes dossiers professionnels. J'ai ouvert un tableur Excel crypté, protégé par mot de passe, que je tenais à jour sur mon disque personnel depuis 7 ans. J'avais nommé ce fichier « Contribution familiale ». Ce n'était pas un registre obsessionnel. C'était simplement un relevé très précis que je tenais pour ma propre santé mentale, retraçant chaque dollar que j'avais dépensé pour sortir ces personnes toxiques des conséquences de leur mauvais choix de vie. J'ai passé l'heure suivante à le mettre méticuleusement à jour, en veillant à ce que chaque date, chaque numéro de virement bancaire et chaque description soient parfaitement exacts.
Ligne 12, 5000 $ versés directement à l'avocat de Liam pour sa bataille pour la garde des enfants. Jamais remboursé. Ligne 24, 2000 $ donnés à la tante Béatrice pour réparer sa toiture qui fuyait quand Richard prétendait être fauché. Jamais remboursé. Ligne 36, 300 $ pour les manuels universitaires coûteux de Julien lorsqu'il avait dépensé toute son allocation pour un voyage de fraternité. Jamais remboursé. Ligne 42, le chèque de banque de 30 000 $ payé anonymement à l'hôpital pour la chirurgie cardiaque vitale de ma grand-mère, que ma mère et Béatrice avaient faussement attribué au fonds d'études de Julien. J'ai soigneusement surligné la cellule du bas. Le grand total était stupéfiant, 45 620 $. 45 620 $. C'était la somme exacte d'argent durement gagnée que j'avais discrètement remise à une famille qui m'avait récompensé en m'installant à une table pliante à côté d'une poubelle. J'ai exporté le fichier sous la forme d'un PDF clair et parfaitement lisible. Je l'ai joint à un nouvel email. J'ai ajouté les adresses email de ma mère, de ma tante Béatrice, de mon oncle Richard, de mon cousin Liam et de Julien. Dans l'objet du message, j'ai simplement écrit « La banque est définitivement fermée ». Dans le corps de l'email, j'ai écrit exactement 2 phrases « Vous avez passé des années à vous moquer de mon entreprise tout en dépensant secrètement l'argent qu'elle générait. Vous trouverez ci-joint le coût exact de mon départ forcé de cette famille. » J'ai cliqué sur « Envoyer ». J'ai fermé mon ordinateur portable. Les véritables répercussions étaient enfin sur le point de commencer. Et j'allais regarder tout leur monde s'effondrer depuis la sécurité absolue de mon bureau d'entreprise. Le silence qui a suivi l'envoi de l'email a été d'un calme plat. J'imaginais la panique absolue s'emparer de leurs maisons respectives lorsqu'ils ouvriraient le PDF et découvriraient les preuves méticuleusement documentées de leur immense hypocrisie. J'imaginais ma mère fixant la ligne des 30 000 $ d'hôpital, réalisant que je connaissais son secret dégoûtant depuis le début. Personne n'a écrit, personne n'a appelé. Ils étaient totalement piégés par leur propre cupidité indéniable, et ils le savaient. Je me suis remis au travail. Je me suis concentré entièrement sur Vanguard Tech. 2 jours plus tard, mon assistante a frappé à la porte de mon bureau pour me dire que j'avais un appel très important sur la ligne 1. C'était Monsieur Sterling, le riche PDG de logistique de la fête de remise des diplômes. J'ai décroché le récepteur. Monsieur Sterling, bonjour. Caleb, bonjour, a fait résonner sa voix grave et autoritaire à travers le combiné. Je dois bien avouer que ton départ de cette fête désastreuse a été l'une des choses les plus incroyables que j'ai jamais vues de ma carrière professionnelle. Richard a toujours été un vantard prétentieux, mais je n'avais pas idée que sa dynamique familiale était aussi profondément toxique. J'ai rigolé doucement. Cela faisait longtemps que cela couvait, monsieur. Eh bien, tu t'es comporté comme un véritable dirigeant, a déclaré Sterling. Et plus important encore, j'ai demandé à mes analystes principaux d'examiner de près les indicateurs d'expédition publique de Vanguard Tech ce week-end. Tu n'exagérais pas. L'optimisation de ta chaîne logistique est absolument brillante. Je souhaite organiser une réunion formelle ce jeudi. J'ai un contrat de distribution internationale de grande envergure sur mon bureau et je veux que Vanguard s'occupe de la logistique nationale. Nous avons fixé le rendez-vous. Quand j'ai raccroché le téléphone, j'ai regardé à travers la grande vitre de mon bureau l'activité qui régnait dans mon entrepôt. J'avais passé des années à désirer désespérément la reconnaissance de ma mère si imparfaite et de ma tante si arrogante. Mais la véritable reconnaissance ne venait pas des lignées toxiques. Elle venait de l'empire colossal que j'avais bâti de mes propres mains, reconnu par des hommes qui comprenaient la vraie valeur du travail. Tandis que ma vie professionnelle s'envolait vers de nouveaux sommets, le monde totalement artificiel de Julien tombait rapidement en ruine. Plus tard dans la semaine, j'ai reçu un SMS tout à fait inattendu. Il n'était pas en colère. Il ne réclamait pas d'argent. Il venait de Julien, salut Caleb. J'ai vu l'email. Je sais que tu me détestes en ce moment et tu as tout à fait raison. Je suis complètement paumé. Est-ce qu'on pourrait prendre un café? Pas de parents, juste nous deux. J'ai besoin de parler à quelqu'un qui comprend vraiment la réalité. J'ai fixé l'écran brillant pendant un long moment. Le rapport de force s'était complètement et de manière irréversible inversé. Pendant des années, Julien m'avait regardé de haut du sommet de son piédestal artificiel. Aujourd'hui, il était au plus bas, cherchant de l'aide depuis le caniveau. Une partie de moi voulait le laisser en vue et ne plus jamais lui adresser la parole. Mais une autre partie de moi,
celle qui se rappelait l'immense pression que tante Béatrice avait relentlessly exercée sur ses épaules depuis l'enfance, était sincèrement curieuse. J'ai accepté de le rencontrer dans un petit café calme, situé loin du quartier huppé de ses parents. Quand je suis arrivé le samedi matin, il pleuvait à verse. J'ai acheté un simple café noir et je me suis installé dans un box tout au fond. 10 minutes plus tard, Julien est entré. La métamorphose était saisissante. Il ne portait pas son costume en lin coûteux sur mesure. Il portait un sweat à capuche gris délavé, un jean simple et de vieilles baskets. Il avait l'air complètement exténué. L'éclat intouchable et arrogant du garçon en or avait totalement disparu. Il avait de grosses poches sombres sous ses yeux injectés de sang, et ses épaules étaient affaissées sous le poids d'une défaite totale. Il s'est assis en face de moi. Il n'a rien commandé. Il a simplement fixé ses mains tremblantes posées sur la table en bois. « Merci d'être venu », a fini par dire Julien, la voix basse et complètement brisée. « Je ne pensais vraiment pas que tu viendrais. » « J'ai failli ne pas venir, ai-je répondu platement, buvant une gorgée de mon café. « Qu'est-ce que tu veux, Julien ? Si c'est une autre tentative pitoyable de mendier de l'argent pour ton leasing, tu peux partir tout de suite. » Julien a secoué la tête rapidement. « Non, non. Je te jure devant Dieu que je ne veux pas de ton argent. J'ai vu le tableau que tu as envoyé. Je n'avais absolument aucune idée que tu avais payé la chirurgie de grand-mère. Ma mère, elle a littéralement raconté à toute la famille que cela venait de mon fonds d'études. Elle m'a menti en face. Tes parents mentent sur beaucoup de choses, ai-je dit froidement. Y compris sur ta réussite incroyable. » Julien a laissé échapper un rire sec, profondément amer, qui ressemblait plutôt à un sanglot. « Ma réussite est une plaisanterie complète. La Porsche est partie, Caleb. Le concessionnaire a envoyé un camion de saisie hier matin. Tous les voisins ont vu la scène. Mon père hurlait dans l'allée. C'était humiliant. Il a levé les yeux vers moi, le regard brillant de larmes contenues. Je me noie. J'ai 24 ans et j'ai 70 000 $ de dette. J'ai échoué à tous mes entretiens d'embauche parce que je ne sais absolument rien faire. Mes parents ont passé ma vie entière à me dire que j'étais un génie, que je méritais le bureau d'angle simplement pour le fait d'exister. Ils ne m'ont jamais appris à travailler. Et quand j'essayais de leur dire que je galérais, ma mère me disait de louer la voiture en leasing et de faire semblant jusqu'à ce que ça marche. Elle disait que paraître riche était plus important que de l'être réellement. Je suis resté assis en silence, laissant ces paroles pesantes s'installer entre nous. Je ne ressentais plus cette haine intense et brûlante. Je ressentais simplement une profonde et immense pitié. Julien n'était pas un cerveau criminel. Il était le produit profondément abîmé du narcissisme toxique de ma tante. Il avait été un accessoire dans sa pièce de théâtre toute sa vie. La plaisanterie que j'ai faite à la fête, a murmuré Julien en essuyant ses yeux, en me moquant de ton entreprise en ligne. Ce n'était même pas contre toi, Caleb. J'étais tellement jaloux. Toi, tu as vraiment construit quelque chose de réel. Tu as trouvé ta voie. Moi, j'étais juste là, debout à côté d'une voiture qui ne m'appartenait pas, terrifié à l'idée que tout le monde découvre que je n'étais qu'un imposteur. Ils le savent maintenant, ai-je dit doucement. Je sais, a répondu Julien en prenant une profonde inspiration tremblante. Et c'est exactement pour cela que je t'ai demandé de venir aujourd'hui. Je ne te demande pas ton pardon. Je ne le mérite pas, mais je dois faire quelque chose pour briser le cercle vicieux. Je ne peux plus vivre dans leur fausse réalité. Il a plongé la main dans la poche de son sweat délavé et en a sorti son smartphone. Il ne m'a pas regardé. Il a déverrouillé l'écran et a ouvert l'application Instagram. J'ai regardé avec une totale stupéfaction le garçon en or s'apprêter à commettre l'impensable. Julien a posé son téléphone contre le sucrier sur la table. Il a pris une profonde inspiration, a passé une main dans ses cheveux ébouriffés et a appuyé sur le bouton d'enregistrement de sa story Instagram. Il avait des milliers d'abonnés, d'anciens camarades de lycée, des frères de fraternité et toute la famille élargie. « Salut tout le monde », a dit Julien face à l'objectif, la voix légèrement tremblante, mais s'affirmant à chaque mot. C'est une vidéo très difficile à faire, mais il faut que ce soit fait. Beaucoup d'entre vous étaient à ma fête de remise des diplômes la semaine dernière. Vous avez vu le costume chic, les grands discours et la Porsche neuve. Je dois rétablir la vérité absolue. Tout cela n'était qu'un mensonge élaboré.
Je suis resté parfaitement immobile dans le box, totalement stupéfait. Il détruisait volontairement sa propre façade si précieusement protégée. Je n'ai pas de poste important qui m'attend, a poursuivi Julien en regardant directement l'objectif de la caméra. Je suis lourdement endetté. La Porsche était en leasing et elle a été officiellement saisie hier parce que je ne pouvais pas payer la moindre mensualité. J'ai joué un rôle artificiel pendant des années parce que j'avais terriblement peur de l'échec. Mais la pire des choses, ce dont j'ai le plus honte, c'est de la façon dont j'ai traité mon cousin Caleb. Il s'est arrêté, déglutissant péniblement. À la fête, j'ai publiquement tourné sa carrière en dérision. J'ai qualifié son entreprise incroyablement prospère de petit passe-temps en ligne pour essayer de me sentir supérieur. La vérité, c'est que Caleb est la personne la plus travailleuse et la plus brillante de toute notre famille. Il a bâti un empire de plusieurs millions de dollars à partir de zéro, entièrement par lui-même, pendant que je vivais au crochet des cartes de crédit de mes parents. C'est lui qui a réussi. Moi, je ne suis qu'un imposteur. Et Caleb, si tu vois un jour cette vidéo, je te présente mes excuses les plus sincères. Je vais m'éloigner des réseaux sociaux pendant un moment pour essayer de me reconstruire et trouver un vrai travail. Merci de m'avoir écouté. Il a arrêté l'enregistrement. Il n'a pas hésité. Il a cliqué sur publier, envoyant instantanément sa confession à tout son réseau, contournant complètement le contrôle de ses parents. Il a éteint son téléphone et l'a remis dans sa poche. Il m'a regardé, l'air plus léger, comme si un poids énorme et étouffant venait d'être physiquement retiré de sa poitrine. C'est fait. Ma mère va complètement perdre la tête quand elle va voir ça. Elle va probablement me renier. C'est possible, ai-je dit honnêtement. Mais pour la première fois de ta vie entière, Julien, tu es enfin libre. Tu peux commencer à construire quelque chose de réel. Nous avons discuté pendant encore 1 heure. Pas de politique familiale toxique, pas d'argent ni de voiture de luxe, mais de la vraie vie. Je lui ai donné des conseils francs et honnêtes pour commencer tout en bas de l'échelle. Quand nous nous sommes enfin levés pour quitter le café, Julien s'est approché et m'a serré dans ses bras. Ce n'était pas une de ces accolades familiales forcées et obligatoires. C'était sincère. C'était l'accolade d'un homme qui comprenait enfin ce qu'il fallait pour en être un. 1 mois plus tard, le barbecue familial annuel du 4 juillet a eu lieu chez le grand-père Joe. Je n'avais pas revu la majeure partie de la famille depuis la fête explosive de remise des diplômes. J'ai hésité à y aller, mais j'ai décidé que je n'avais plus à me cacher. Ce n'était pas à moi d'avoir honte. Je suis arrivé dans ma propre voiture coûteuse. Je suis entré dans le jardin vêtu d'un polo simple et confortable et d'un jean sombre. L'atmosphère était tout à fait différente. Il n'y avait pas de gilet jaune de voiturier qui m'attendait. L'oncle Richard n'a pas osé me demander d'aller chercher de la glace. Il évitait activement de croiser mon regard. Debout près du barbecue et ayant l'air incroyablement effacé, tante Béatrice n'était pas là du tout. Elle était apparemment trop humiliée pour se montrer en public après que la vidéo virale de Julien sur Instagram eut révélé ses mensonges à tous ses riches amis. Julien était présent. Il portait un vieux t-shirt et m'a confié qu'il venait de décrocher un travail difficile au bas de l'échelle dans un entrepôt de logistique, chargeant littéralement des cartons. Il était fatigué, ses mains étaient calleuses, mais il avait l'air plus heureux et plus terre à accent grave terre que je ne l'avais jamais vu. Ma mère, Eleanor, s'est finalement approchée de moi près du patio. Elle avait l'air incroyablement nerveuse, se tordant les mains. « Caleb » a-t-elle commencé, sa voix dépourvue de son autorité arrogante habituelle. « Ta nouvelle maison. J'ai vu des photos en ligne. Elle a l'air absolument magnifique. J'espérais que je pourrais peut-être passer la voir un jour. Nous pourrions dîner ensemble. » Elle essayait de balayer des années de maltraitance émotionnelle et le mensonge de la facture d'hôpital sous le tapis, prétextant que ma nouvelle fortune ferait soudainement de nous une famille heureuse. Je l'ai regardée, ne ressentant absolument rien, pas de colère, pas de tristesse, juste une indifférence totale. « Non, maman » ai-je dit calmement, maintenant une frontière ferme et polie. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Nous pouvons nous comporter de manière cordiale lors des événements familiaux pour le bien de grand-père Joe, mais ma maison est mon refuge privé. Je n'y invite que des personnes qui me soutiennent véritablement. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée physiquement, mais elle n'a pas insisté. Elle a hoché la tête lentement, acceptant enfin la réalité brutale selon laquelle elle avait définitivement perdu son fils, et s'est éloignée. Je me suis assis à côté de grand-père Joe.
Il m'a tendu une bière fraîche, a trinqué avec sa bouteille contre la mienne et m'a souri chaleureusement. J'avais enfin trouvé la paix. On dit qu'une immense réussite financière est la meilleure forme de revanche contre ceux qui doutent de vous, mais je ne suis plus tout à fait d'accord avec cela. Je crois qu'une clarté totale et indéniable est bien meilleure. L'argent, c'est formidable. Le succès, c'est gratifiant. Mais la plus belle récompense de tout ce parcours brutal a été de réaliser enfin que je ne dois pas la moindre place à ma table à des personnes toxiques. Même si nous partageons le même sang, après des années passées à supporter leur bruit fort et arrogant, le calme parfait de ma propre vie est le plus beau son du monde. Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire avec votre propre famille? Avez-vous déjà dû tracer une ligne stricte et vous éloigner de parents toxiques pour préserver votre tranquillité et construire votre propre vie? Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Je lis absolument chacun d'entre eux. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne pas manquer la suite de l'aventure. Restez fort et continuez à bâtir votre empire.